pratique l'astrophysique depuis le millénaire précédent, donc ça fait quand même pas mal de temps que je travaille sur toutes sortes de télescopes à travers le monde. Donc je vais vous présenter, et en même temps quelques anecdotes qui sont arrivées au cours du métier, du style se faire mordre par les migales dans les Andes chiliennes, se faire culbuter par un kangourou dans un observatoire australien. En plus, j'ai une double formation, je suis à la fois astrophysicien et aussi musicien. Alors c'est pour ça que vous verrez parfois des anecdotes musicales. J'ai fait des études d'astrophysique, j'ai fait aussi le Conservatoire supérieur de musique de Paris, je suis organiste. Et quand j'étais ado, je faisais de la musique j'habitais la banlieue parisienne, j'habitais Montrouge, et je faisais de la musique avec un certain Jean-Jacques Goldman, le nom vous êtes voilà, et puis avec Jean-Jacques, on est toujours en relation très étroite. On se voit régulièrement, la plupart du temps à Londres ou à Montrouge. Voilà, j'appartiens à l'Observatoire de Paris. Comme je suis extrêmement âgé et que j'ai été mis à la retraite à 65 ans, j'ai un statut d'émérite. J'ai un éméritat qui me permet de continuer de travailler. Et je suis aussi rattaché à l'Observatoire européen austral l'ESO, dont les coupoles sont dans les Andes chiliennes, où je serai dans un mois d'ailleurs, pour un mois, parce que j'enseigne aussi à l'Université du Chili à Santiago. C'est un métier un peu particulier, je dirais que tel Obélix, il faut vraiment tomber dans le chaudron astronomique pour se consacrer à cette activité étrange, alors qui nécessite évidemment de longues études, c'est-à-dire jusqu'au doctorat, qui, comme beaucoup de métiers, impose de travailler la nuit, que l'on soit boulanger, médecin, etc. L'astronome travaille quand même beaucoup la nuit, passe beaucoup de temps la nuit, et c'est quelque chose qui, lorsqu'on a une famille, est à prendre en considération, savoir qu'on sera souvent absent et qu'on sera souvent absent la nuit. Hein, voilà. Et on est fonctionnaire de l'État, donc si vous voulez faire fortune, c'est pas vraiment le métier le plus attrayant. Hein. Mais vous faites de superbes découvertes, le fait de regarder le ciel ou de voir avec un télescope, quelle que soit sa taille. J'ai travaillé avec les plus grands télescopes du monde. Dans un mois, je serai sur le VLT, Very Large Telescope. Ce sont 4 télescopes avec des miroirs de 8,20 m. Mais je suis originaire de la Bourgogne profonde, donc j'ai un VLT aussi, mais ce n'est pas Very Large Telescope, mais Very Little Telescope, qui est une coupole avec un 35 cm. C'est comme les commandants de bord qui après vont faire du vol plané, etc. Ben, on continue. La formation, elle est longue, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut à peu près un bac plus 8 pour devenir astrophysicien. Donc il faut avoir un master en physique fondamentale, par exemple, les sciences de l'ingénieur, spécialité astronomie, astrophysique, ingénierie, etc. Ou un master de physique fondamentale. Vous avez ici la liste, et surtout un doctorat en astrophysique. Donc vous faites le 1, le M1, le M2, etc. Et puis vous écrivez beaucoup d'équations sur le tableau, comme vous montre cette image. Regardez. Et ensuite, il faut être très patient. Déjà, quand j'étais jeune postulant, j'ai mis à peu près 3 ans pour entrer au CNRS. Donc, dans ces 3 ans, j'ai travaillé sur des contrats temporaires, etc. Vous n'avez pas de poste, mais il faut quand même bien gagner sa vie, il faut quand même manger et puis se loger. Donc, je partageais mon temps entre des contrats au CNRS, des observations, et puis un peu de scène avec Goldman, donc ça permettait de mettre du beurre dans les épinards. Quelles sont les entreprises qui emploient des astrophysiciens? Ce sont essentiellement le CNRS, les observatoires en France et à l'étranger, les universités. Dans toutes les universités, vous avez des départements d'astronomie et d'astrophysique. Et puis le CNES, le Centre national d'études spatiales, et l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Voilà. Donc ce sont les principaux. Alors les universités françaises
Ben, c'est Paris, c'est Lyon, c'est Marseille, c'est Toulouse, c'est Strasbourg, c'est Lille, et vous avez aussi à Nantes, par exemple, vous avez des équipes d'astrophysique aussi qui un peu réparties sur tout le territoire. Je vous disais que les observations sont essentielles, donc là, il faut une certaine mobilité. Là, vous avez 3 exemples. Donc, l'observatoire de Lezo, qui se trouve à 700 km au nord de Santiago, dans la partie sud du désert d'Atacama. Vous avez une quinzaine de coupoles là, que vous voyez. Et en bas à gauche, vous avez par exemple un télescope qui s'appelle le New Technology Telescope. C'est un miroir de 3,50 m. L'observatoire de Las Campanas, et vous avez vous avez 2 télescopes avec des miroirs de 6,50 m, vous voyez. J'ai posé devant un de ces miroirs, vous voyez la taille des miroirs. Je fais quand même 1,85 m, hein, au point de vue taille. Et puis, à 4200 mètres dans la grande île d'Hawaï, vous avez un ensemble d'instruments. Et la France et le Canada partagent un télescope de 3,60 m, le Canada-France-Hawaï Télescope, qui est en bas à droite représenté. Donc, ce sont les instruments essentiels que l'on utilise, ce type d'instrument. Mais en fait, il y a des télescopes plus petits. Chaque télescope, en fait, est adapté au programme que vous devez mener. Si vous avez besoin d'observer des étoiles brillantes, on ne vous donnera pas un télescope de 4 ou de 5 mètres, on vous donnera un télescope plus petit, suivant la résolution, les temps de pause, etc. En fait, vous faites une demande de temps de télescope tous les 6 mois, et des comités vous attribuent ou ne vous attribuent pas du temps de télescope, des nuits. Et puis, quand vous avez le résultat et vous avez du temps de télescope, vous êtes d'abord très content. Et ensuite, si vous apercevez que ça tombe la nuit de Noël, tant pis, vous partez quand même. Un exemple d'un instrument que j'ai utilisé plusieurs centaines de nuits, c'est le télescope de 3,60 m de l'ESO, de l'Observatoire européen, à la Silla, donc au Chili, dans les Andes. Au passage, la coupole a été faite en France, c'est une coupole qui avait été faite il y a à peu près 50 ans, et elle a été construite par Creusot-Loire. Voilà, et elle abrite ce magnifique télescope, avec lequel beaucoup d'exoplanètes ont été découvertes. D'ailleurs, il y a un spectrographe qui s'appelle HARPS, et qui permet de détecter des nouvelles planètes, des nouvelles exoplanètes. C'est une vue de la même coupole, du même observatoire, mais la nuit, là, vous êtes dans l'ambiance nocturne avec un éclairage solaire. Derrière la coupole, vous avez la grande constellation du navire, qui est invisible de notre hémisphère, avec la poutre, les voiles et la carène. Donc c'est dans la Voie lactée, mais là on est à peu près à moins 34 degrés de latitude, hein, donc on est vraiment dans l'hémisphère austral. Le désert d'Atacama est très désertique, mais vous pouvez avoir des bonnes surprises. Par exemple, quand c'est le printemps, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre, la végétation, ça vous semble un désert totalement aride, et vous pouvez voir qu'il y a la flore prend le dessus, et la flore s'installe par des tapis de fleurs. C'est absolument magnifique. Et ensuite, avec l'été, évidemment, ça devient un enfer minéral. Vous avez beaucoup de pierres très vertes, vous avez beaucoup d'oxyde de cuivre. Il y a des mines de cuivre tout autour. Donc le Chili est le premier exportateur de cuivre au monde. Alors, un autre observatoire, qui est donc le plus récent, c'est l'observatoire de Paranal. Vous avez donc les 4 coupoles géantes. Chacune abrite un télescope, donc avec un miroir de 8,20 m. Ces télescopes forment ce qu'on appelle le VLT, Very Large Telescope. Vous pouvez, grâce à un réseau de fibres optiques, les synchroniser tous les 4 télescopes. Les 4 télescopes de 8 mètres, ça fait l'équivalent d'un miroir qui aurait à peu près 16 mètres de diamètre. Donc voilà l'observatoire de Paranal tel qu'il est. Au fond, vous avez la frontière avec l'Argentine, avec le volcan le Licancabur qui culmine à 6500 mètres. C'est le cône blanc qui est au fond, vous êtes à la frontière
on regarde vers l'est, là, et vous êtes à la frontière du Chili et de l'Argentine. Vous savez que le Chili est un pays très étroit, qui fait au maximum 182 km de large, et qui s'étend du nord au sud sur 4200 km. Ici, vous avez un autre instrument qui permet de faire l'instrument ambre. Alors, ces instruments sont sous la montagne et ils permettent de faire de l'interférométrie, c'est-à-dire de faire décomposer la lumière des étoiles ou des galaxies dans les composantes les mieux résolues. Et il y a en bas à droite, vous avez un tunnel de 162 mètres qui est enfermé dans 1,50 m de béton, et vous avez des chariots, et les chariots transportent des fibres optiques pour permettre la synchronisation au micron près des 4 miroirs de télescope si vous voulez utiliser plus d'un télescope. Alors ça se trouve sous la montagne et on ne le voit pas, c'est totalement isolé. En plus, c'est quand même le Chili est quand même une région assez sismique, donc il a fallu prévoir des structures de béton qui sont extrêmement résistantes pour résister aux tremblements de terre. Alors voici notre hôtellerie, et là j'ai une anecdote à vous montrer. Si vous avez regardé le James Bond Quantum of Solace, les 30 dernières minutes ont été tournées dans cette hôtellerie, devant l'hôtellerie. On ne voit pas les coupoles, mais ce qui brûle derrière Daniel Craig, c'est notre hôtellerie que vous venez de voir, là, qui est en feu. Il s'est trouvé au moment du tournage que j'étais en mission sur place. Donc ça fait partie des anecdotes amusantes. Pendant 15 jours, on a vu l'équipe de tournage qui venait. Pendant qu'on prenait le petit déjeuner à 13 h, ça se massacrait joyeusement. On voyait des types tomber par la fenêtre, en plus on des grands cris, ça mitraillait. Comme on dort le matin, évidemment, ils étaient interdits de tournage la matinée. Donc ils tournaient l'après-midi et ne pouvaient pas tourner la nuit à cause des projecteurs de la lumière dont ils avaient besoin. Donc ils tournaient toute l'après-midi. C'était très sympa. Voilà l'équipe de tournage au pied des 4 coupoles du VLT, d'ailleurs, vous pouvez voir. Alors vous voyez, il y a des gros blocs. Il y a des gros blocs de rochers qui sont complètement factices. D'ailleurs, pour vous montrer la preuve, pendant le tournage, voilà, la compagne soulève un bloc qui doit faire une vingtaine de tonnes, sans aucun effort, parce que c'est en plastique. Alors c'est resté sur place, ils nous les ont laissés. Alors on s'amuse tous à prendre des pauses dans le style Obélix, portant un menhir, voilà, pour le plaisir. Un des instruments que j'ai utilisé aussi beaucoup, c'est le télescope de Schmidt. Voici une image du célèbre astronome Edwin Hubble au Mont Palomar. Vous voyez, et vous voyez que Edwin Hubble était un grand fumeur de pipe, mais il faisait des magnifiques photos. Vous savez, le télescope spatial a porté le nom de Hubble télescope. Alors, si vous lisez Tintin, vous retrouverez exactement le même télescope dans la même position, avec cette amusante remarque du capitaine Haddock, vous n'avez pas eu ma pipe. Et il y a bien des années, en 98, par exemple, j'avais posé au télescope avec mais je fumais réellement la pipe à l'époque. Mais c'est le même télescope, comme vous pouvez le voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des observations, mais ensuite, il faut analyser les observations. Donc là, je me suis inspiré de la leçon d'anatomie de Rembrandt pour remplacer par du matériel informatique pour vous dire que quand vous avez des données, qu'est-ce que vous obtenez? Maintenant, avec un télescope moderne, vous obtenez à peu près 1 téraoctet de données au cours d'une nuit. Donc ça fait du travail pour analyser tout ça. Vous avez vraiment de quoi faire, de quoi vous occuper pendant pas mal de mois. Alors les données, avant, vous les rapportiez sur des bandes magnétiques. Alors il n'y en avait pas 1 téraoctet à l'époque, heureusement, parce que sinon l'avion n'aurait jamais pu décoller vu le poids. Alors ces bandes magnétiques, il fallait les passer à la douane, expliquer aux douaniers que c'était du matériel, il ne fallait surtout pas les passer au rayon X, parce que ça risquait de toutes les effacer. Alors
ils ouvraient les coffrets, ils déroulaient les bandes magnétiques sur 1 mètre, ils les renroulaient, et puis ça prenait à peu près un quart d'heure, et vous rentriez à votre observatoire d'origine, resté avec toutes ces bandes magnétiques. Heureusement maintenant, avec le réseau, et toutes les observations, quand elles sont faites, pendant que vous dormez, partent sur votre institut, partent sur votre site et vous les récupérez numériquement. Quand vous revenez à votre observatoire, tout est arrivé par Internet. Alors, par exemple, je vais vous donner un résultat. Il y a pas mal de diapositives, pas mal d'images qui sont basées sur ma propre spécialité. Ce que j'ai fait quand même essentiellement après ma thèse j'ai fait une thèse de doctorat sur la physique des étoiles froides, comment qu'elles évoluent, pourquoi elles deviennent des géantes rouges très froides, et ces géantes, mises à la place du Soleil, la Terre sera à l'intérieur. Mais à l'époque, après la thèse, je me suis tourné vers l'évolution des grandes structures de l'univers. Ce sont les amas. Les galaxies sont un petit peu comme les touristes. Elles se regroupent en amas et en superamas. Et ces amas et ces superamas contrastent avec des zones vides de matière. C'est-à-dire, vous avez des grands espaces d'univers de millions d'années-lumière où il n'y a pas grand-chose. Et vous avez aussi des galaxies qui se regroupent sous forme de plusieurs milliers de galaxies pour former des amas. Un petit peu comme les touristes, vous avez tout le monde à Palavas-les-Flots au mois d'août, et puis sur le plateau du Larzac, vous avez personne. Cette notion d'amas et de superamas, elle remonte au XVIIIe siècle déjà. L'astronome William Herschel, dont je vous reparlerai, parce c'est un personnage tout à fait étonnant, 1738-1822, Herschel est le premier à avoir observé des amas et des superamas de galaxies, notamment dans la direction de Virgo, dans la direction de la constellation de la Vierge. Il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de galaxies. Ce qu'il ne savait pas, c'est que notre propre galaxie, la Voie lactée, est sur le pourtour de cet amas de galaxies, et donc c'est au cours des siècles suivants qu'on va formaliser un petit peu les choses, que l'on va analyser les galaxies et les amas de galaxies et arriver à tirer des propriétés sur l'évolution de la matière et l'évolution de l'univers lui-même. Alors les grandes structures sont des témoins de l'univers, sont des témoins de l'évolution de la matière, vous voyez. Ce sont les plus grandes entités de matière qui sont liées gravitationnellement. Et on trouve de la poussière, on trouve du gaz, on trouve énormément de galaxies qui interagissent, qui entrent en collision, etc. Vous voyez, en bas à gauche, vous avez une illustration d'un amas de galaxies avec là, vous avez plusieurs milliers de galaxies qui entrent en collision, etc. Donc les thèmes essentiels de recherche, ils sont marqués en rouge. Il faut étudier ces amas, essayer de déterminer quelle est la dynamique, quelles sont les vitesses, quelles sont les distances, comment évolue toute cette matière dans ces régions d'univers. Et ensuite interpréter les données à partir des observations. Les observations, c'est essentiellement de la spectroscopie, et à partir de la spectroscopie que l'on détermine les propriétés. Alors, vous pouvez avoir la dynamique par la présence des raies spectrales qui se déplacent en raison de l'effet Doppler, c'est-à-dire c'est le même effet que celui du radar qui va vous piéger si vous roulez au-delà de la vitesse autorisée sur une route ou une autoroute. Donc c'est cet effet Doppler qui déplace les raies spectrales, et grâce à ça, on peut connaître la distance des galaxies et leur évolution. Et l'intensité de ces raies permet de connaître la composition chimique de ces galaxies. Donc le spectre d'un objet est fondamental. Donc c'est l'étude de ces galaxies et de leurs propriétés physiques et chimiques qui permettent d'interpréter l'évolution de l'univers et de mieux le comprendre. Voici une carte, par exemple, qui vous montre
Imaginez que l'on est retiré, on est dans l'hémisphère sud, vous avez une projection de l'hémisphère sud sur un plan, vous retirez les étoiles et vous n'avez que des galaxies. Et vous voyez que ces galaxies sont, dans l'univers, elles sont distribuées sous forme de longs chaînages, de filaments, de croisées de filaments, de globules, etc. Donc, ici, c'est une donnée c'est une image qui remonte à une trentaine d'années, qui a permis de comprendre que l'univers, les galaxies étaient distribuées sous forme d'amas et de très longs filaments, et que l'intersection de ces très longs filaments, c'était des super amas de galaxies. Il y a une sorte de hiérarchisation de la matière. Je vais prendre un super amas, de temps en temps c'est en anglais, je vais m'en excuser. Ce super amas, il a été découvert par un astronome qui s'appelait Arlo Shapley dans les années 1930, et là vous avez l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. On a étudié ce super amas. Pourquoi? Parce qu'il était particulièrement intéressant pour nous. Là, je vais vous donner un résultat scientifique qui a pris plusieurs années de temps de télescope, plusieurs années d'observation. Alors, ce super amas, il se trouve dans les constellations de l'Hydre et du Centaure, dans l'hémisphère sud. Et quand vous faites une image directe comme ça, pas très grande pause, vous ne voyez rien de spécial, vous voyez quelques galaxies, quelques dizaines, quelques centaines de galaxies, et puis le fond d'étoiles de notre propre Voie lactée. Mais ce qui se passe, c'est que dans cette direction-là, il y a quelque chose qui a été mis en évidence dans les années 2000, qui est tout à fait intéressant. L'ensemble des galaxies à laquelle nous appartenons, et c'est le fameux amas de la Vierge, on l'appelle le groupe local group. Vous voyez en dessous, il y a à peu près notre galaxie avec la Terre. Et on s'est aperçu que, vous savez que l'univers est en expansion. Ça, on vous l'explique, on vous dit que tous les objets s'éloignent. Or, on s'est aperçu que notre groupe local, lui, il n'était pas exactement en expansion, mais il semblait attirer, il était dévié dans son mouvement d'expansion vers quelque chose qui s'appelle le grand attracteur, qu'on a baptisé dans les années 2000, Great Attractor, le grand attracteur. Et ce grand attracteur se trouve directement dans la direction de l'Hydre et du Centaure, et on a pensé immédiatement que cet amas de galaxies qui s'appelait Shapley 8, le 8e amas du catalogue de Shapley, pouvait être en fait quelque chose de très dense, et qu'il y a beaucoup plus de galaxies, et que sa masse était beaucoup plus importante que ce que l'on croyait, et que finalement il était suffisamment attractif au point de vue gravitationnel pour dévier nos propres galaxies, la Voie lactée, celle d'Andromède, etc., celle des chiens de chasse, tout ce qu'on appelle le groupe local, la cinquantaine de galaxies du groupe local, dans cette direction-là. Alors pour ça, on a fait des observations. Vous voyez, ça c'est le genre de travail de bénédictin. On observe, on fait 17 133 mesures sur 12 679 galaxies. Alors qu'est-ce qu'on voit alors? Vous avez deux projections, une dans un sens, qu'on appelle l'ascension droite, et puis la perpendiculaire, c'est la déclinaison. C'est les deux coordonnées, ça équivaut aux coordonnées X et Y quand vous faites un graphe, hein, ça, tout simplement. Alors, disons Y, ça serait l'ascension droite, ça serait la déclinaison, et X, c'est l'ascension droite. Alors, vous avez les deux projections, et chaque petit point, c'est une galaxie. Alors, la Terre est à une vitesse 0, et on a mesuré pour chaque galaxie sa vitesse de fuite et sa position. Donc, vous avez 5000 km par seconde, 10 000 km par seconde, 15 000 km par seconde, etc., etc. Et on s'aperçoit qu'aux alentours de 15 000 km par seconde, il y a une espèce de grand monstre qui est en fait la présence d'un super amas de galaxies, qui est en plus rattaché à notre propre galaxie par un chaînage de matière, de filaments qui est extrêmement sophistiqué. Et dans la perpendiculaire, vous voyez que ça s'étend sur de très grandes régions du ciel. Et on a pu ainsi démontrer que cet amas avait une masse suffisante de l'ordre de 10 puissance
17 la masse du Soleil pour pouvoir attirer la Terre. Une fois qu'on l'a mis en évidence, il fallait préciser avec des données plus précises. Donc on est allé faire des observations sur d'autres télescopes, notamment en Australie. Et là, vous avez la liste. Vous pouvez voir que c'est des travaux en collaboration avec des Australiens, des Français, des Américains, des Européens. Donc, vous voyez que c'est un travail qui prend ses longues patience et longueur de temps. Les résultats, ils font l'objet de publications. Vous voyez, Einstein, c'est pas E égale MA2 égale MB2, et ça sera E égale MC2. Vous êtes jugé pour votre rapport d'activité annuel sur votre activité scientifique. Donc, le CNRS, sous votre administration de tutelle, vous juge à partir des travaux que vous avez faits et de ce que vous avez publié. Alors, une publication, ce n'est pas quelque chose de très attrayant. Je vous ai mis quelques titres d'articles auxquels j'ai participé. Vous voyez, donc, ce sont des revues spécialisées. Quand vous envoyez votre article, d'abord, votre article va être reçu par l'éditeur qui va l'envoyer à 2 lecteurs qui vont juger votre article. Alors vous croisez les doigts pour que ça soit quelqu'un de sympa, vous ne savez pas qui c'est, à moins que le lecteur, ça arrive assez souvent, dise je suis un tel et c'est moi qui lis ton article, et voilà. Donc ces articles font plusieurs pages, parfois plusieurs dizaines de pages, et c'est votre produit fini. C'est avec ça que vous êtes jugé et que votre travail peut continuer. Alors, c'est publié sur le papier, c'est aussi sous la forme de conférences. Vous allez à des conférences internationales, là vous avez 2 exemples. Une conférence à droite qui a eu lieu à l'UNESCO, et puis une conférence à gauche qui avait eu lieu en Chine. Donc, vous allez aussi en conférence à l'étranger quand des conférences sont organisées, et ça vous permet de rencontrer des collègues, d'échanger, de partager, et puis éventuellement de lier ou d'arrêter des collaborations ou d'en démarrer de nouvelles. Voilà ce à quoi vous êtes, ce qui fait partie de votre activité. Vous êtes amené aussi à faire des séjours qui peuvent être des séjours de 1, 2 ou 3 mois dans des universités étrangères. Donc voilà 3 universités où j'ai mes habitudes. L'université de Sao Paulo, dans la banlieue ouest de Sao Paulo. L'Observatoire européen austral auquel je suis rattaché administrativement, et puis l'Universidad Católica, l'université catholique du département d'astronomie à Santiago du Chili. Vous êtes aussi amené en tant qu'astronome à participer, à vous intéresser à des phénomènes temporaires qui peuvent se produire, donc ça peut être les comètes, les éclipses ou alors des étoiles qui explosent. Pour vous donner une actualité, dans la constellation de la couronne boréale, on s'attend à ce que dans les semaines ou les mois qui vont venir, une étoile qui s'appelle T, couronne boréale, explose et devrait devenir visible à l'œil nu. Ça devrait être une étoile brillante, parce qu'il y a 80 ans, il y a 160 ans, etc. On pense que cette étoile serait une étoile pulsante avec des explosions à répétition qui se produiraient tous les 80 ans. Et on se déplace aussi quand il y a des éclipses de soleil. Alors là, j'ai fait un petit peu d'humour en disant que la NASA recommande de ne pas regarder le soleil de face, et vous voyez ce que fait M. Trump, il regarde le soleil de face, évidemment. Il y a eu une éclipse de soleil absolument extraordinaire en 2010, le 11 juillet 2010, elle passait juste sur l'île de Pâques. Donc l'île de Pâques, elle est à 4200 km de la côte du Chili, en plein milieu du Pacifique, et c'était un endroit absolument idéal, vu son isolement, pour observer l'éclipse de soleil. Donc quand il y a ce phénomène, parce que le soleil a encore des mystères.
Le Soleil est une étoile qui est à peu près une température de surface de 5800 degrés, et au-dessus du Soleil, à quelques milliers de kilomètres plus haut, vous avez la couronne qui, elle, est à 2 millions de degrés. Donc tous ces phénomènes de physique pour réchauffer la couronne, pourquoi la couronne est-elle si chaude, pendant longtemps, il y avait les éclipses de Soleil qui permettaient de faire la spectroscopie de l'atmosphère du Soleil, et donc d'étudier et d'analyser le comportement du Soleil grâce aux éclipses. C'est pour ça que pendant des années, on se déplaçait. Et en 1973, par exemple, l'équipe de Pierre Léna, qui a été mon directeur de thèse, avait eu l'idée de rattraper une éclipse en se mettant à bord d'un Concorde, de l'avion Concorde, et en suivant l'éclipse. Ce qui fait qu'au lieu de durer 4 ou 5 minutes, l'éclipse avait duré 78 minutes et avait apporté, grâce au Concorde qui volait à 40 km, des résultats tout à fait intéressants. Mais l'étude des éclipses de Soleil, c'est à la fois spectaculaire, mais en même temps très riche de renseignements scientifiques. Alors voilà quelques images que nous avons fait à l'île de Pâques, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un livre pour les enfants, qui est écrit à la fois en espagnol et en Rapa Nui, donc en polynésien de l'île de Pâques. Donc vous connaissez l'île de Pâques avec c'est la tradition de ces énormes statues en lave qu'on appelle des ahous. Et voilà, par exemple, avant l'éclipse, et vous allez voir ce qui se passe pendant l'éclipse. Voilà, on a eu la chance que les nuages étaient partis, qu'il faisait beau, et on a pu avoir des résultats scientifiques assez remarquables. Voici une image qui vous montre la Lune éclipsant le Soleil. Et il ne fallait pas la rater parce que maintenant, la prochaine sur l'île de Pâques, ça sera le 2 février 2324. Donc à ce moment-là, on risque d'être en retraite, n'est-ce pas, même plus émérite, donc c'est une soirée, surtout à ne pas manquer. Il y a aussi des étoiles qui explosent, et ça c'est très intéressant de les observer, de les suivre dès que ça se produit. Vous avez par exemple, ça c'est un classique des astronomes amateurs et professionnels, vous avez ici la supernova, c'est une étoile supergéante qui a explosé, en fait, qui se trouve à 6500 années-lumière. Donc, elle a été visible à l'œil nu le 4 juillet 1054, mais en fait, ça s'était produit 6500 ans plus tôt, le temps que la lumière vienne jusqu'à notre œil. Et cette supernova a été observée pendant 650 jours, y compris en plein jour. On peut l'observer avec une bonne paire de jumelles toujours. Le gaz continue de partir dans toutes les directions. Et maintenant, le gaz fait que c'est un objet qui fait une quinzaine d'années-lumière de diamètre, tellement le gaz est parti. Donc c'était un phénomène absolument énorme qui a permis de découvrir des objets exotiques tels que ce qu'on appelle les étoiles à neutrons, et même la formation, ça a expliqué comment se formaient les trous noirs par effondrement de la matière. Alors, c'est des phénomènes assez rares. Dans notre galaxie, la suivante a été observée en 1572 dans la constellation de Cassiopée, qui est totalement invisible de l'île de Pâques. C'est pour ça que j'avais précisé. Et en 1604, Johannes Kepler observe une supernova aussi dans la constellation d'Ophiuchus, donc l'on voit des deux hémisphères. Donc l'observation et la surveillance du ciel et l'observation de ces phénomènes est une contribution très importante et très intéressante pour comprendre comment une étoile naît, vit, évolue et disparaît. Le Soleil a une espérance de vie d'à peu près, au total, 9,5 milliards d'années, et il est à peu près à la moitié de son existence. Donc l'observation des supernovae, ça se produit, et par exemple, voici une supernova que j'ai observée en 1987, je n'étais pas le seul. Dans le grand nuage de Magellan, il est visible uniquement dans l'hémisphère austral. Le nuage de Magellan
est une galaxie satellite de la nôtre qui est à peu près à 160 000 années-lumière. Donc cette étoile a explosé 160 000 ans plus tôt que 1987, et elle était visible à l'œil nu quand on se promenait dans les Andes. On apercevait une étoile assez brillante dans le nuage de Magellan. Et l'observation très précise, grâce notamment au télescope spatial, a permis de montrer en bas à droite que l'étoile évoluait, qu'il y avait un anneau gazeux qui se formait, plus des flux de particules, de rayons X, de protons, etc., qui partaient dans toutes les directions. Et ces flux de particules ont pu être détectés notamment avec des instruments comme le CERN, l'anneau de collision à Genève, qui a permis la détection de ce genre de phénomène. Donc, grâce à l'observation, on peut modéliser, on peut comprendre l'évolution des choses. Un aspect très important aussi, c'est que l'astronomie, c'est peut-être une des très rares sciences que tout le monde peut pratiquer. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'avoir un télescope gigantesque, vous pouvez le faire, et vous avez un club d'astronomie. Alain peut vous donner tous les renseignements là-dessus. Il y a un club d'astronomie à Saint-Brieuc, il y a des clubs d'astronomie répartis dans toute la France. Et c'est une des rares sciences, donc il peut être pratiqué par chacun. Si vous connaissez bien le ciel, vous faites une surveillance et vous pouvez avoir la chance d'être le découvreur d'une comète, d'une nova, d'une supernova. On ne sait jamais, ça peut toujours arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Et par exemple, voici un amateur, je vous parlais tout à l'heure de William Herschel, qui avait été le premier à observer dans la constellation de la Vierge des amas de galaxies. Et bien, en fait, William Herschel était musicien. Il était né à Hanovre et il avait émigré à la cour en Angleterre pour échapper à la conscription à la guerre de 7 ans. Et en plus, le roi d'Angleterre, George III, était allemand, était de la dynastie hanovrienne, donc à la cour d'Angleterre, on parlait plus allemand qu'anglais à cette époque-là. Alors, il est musicien, il est organiste à Bath, une station thermale à 300 km à l'ouest de Londres. Donc, il compose des symphonies, des concertos, et puis, quand il a fini son service de maître de chapelle, il polit des miroirs, et un jour, il va découvrir la planète Uranus, en 1781. Et ensuite, en 1820, il va découvrir le rayonnement infrarouge. C'est le premier, donc, et c'était un musicien, vous voyez. Donc, comme quoi, le travail des amateurs est très important parce que les observations peuvent contribuer à une meilleure connaissance des objets célestes et de leur évolution et de leur histoire. Et en France, vous avez une association, l'Association française des observateurs d'étoiles variables, le sigle est AFOEV, et ce sont des astronomes amateurs qui, la nuit, avec des cartes du ciel, regardent des dizaines et des dizaines d'étoiles qui changent d'éclat, soit régulièrement, soit de manière non périodique, et signalent quand l'une d'elles peut exploser ou s'effondrer. Et vous avez ici, quand j'étais ado, j'observais ces étoiles variables. Et à droite, vous avez un article qui date de 1967, où j'étais très fier, avec une quarantaine d'observations qui étaient publiées dans une revue française. Donc j'étais par un astronome qui s'appelait Terzan, Rob Terzan, à l'Observatoire de Lyon. Et les observations concernaient le nova. Et vous avez ici, on avait observé un sursaut. Cette étoile avait monté en éclat, comme vous montre le graphe, le dessin en bas à gauche. Et vous voyez qu'on l'avait observé, et quand vous êtes ado, ça fait plaisir de voir vos observations publiées. Et après, ça m'a guidé aussi pour devenir astrophysicien, mais professionnel. Ces observations, par exemple, je ne pensais pas qu'une fois devenu professionnel, elles seraient utilisées. Vous voyez, il y a des courbes, je ne vais pas vous donner le détail, mais vous avez des courbes qui sont le résultat d'observations faites à l'œil,
Et vous avez des courbes, notamment les deux courbes du haut, qui sont faites avec le radiotélescope de Nancy, à côté de Bourges, dans le Cher. Et on a pu mettre en évidence, vous voyez, à partir d'observations des amateurs et des observations au radiotélescope, des phénomènes d'échange de matière et d'ondes de choc dans l'enveloppe d'étoiles qu'on appelle des Mira, qui sont des étoiles supergéantes. Donc grâce aux amateurs, on a pu avoir des résultats tangibles et démontrer des propriétés spécifiques de ce type d'étoiles. L'astronomie, ça ne se garde pas. C'est une belle science, une science esthétique, donc on la partage. En plus, c'est la science de nos origines, c'est nous-mêmes. Quand on regarde une étoile, une galaxie, l'étoile, elle a fabriqué autre chose que de l'hydrogène. Elle fabrique tous les éléments, et les éléments dont nous sommes constitués, le chrome, le fer, tout ce que vous voulez, l'aluminium, c'est grâce, parce qu'il y a des étoiles qui, depuis 13 milliards d'années à peu près, 13,8 milliards d'années, ont fabriqué ces éléments. C'est grâce à ces éléments que nous pouvons exister. Donc connaître les étoiles, c'est connaître notre passé. Je ne suis pas passé dans Paris Match, mais par exemple, l'équivalent chilien de Paris Match, portrait d'un astronome. Alors, la couverture n'a rien à voir, mais j'ai un article de 5 pages dedans, dans ce journal, où je raconte la vie des astronomes dans la Cordillère des Andes. Si vous lisez le livre, les anciennes rubriques La vie des Gabots dans Spirou, Jean-Yves Duhaut, qui faisait toutes les rubriques scientifiques, en a fait deux livres chez Dupuis, et la visite de l'observatoire de Meudon, ben, il m'a dessiné. Donc ça fait plaisir de voir sa propre tête. Et voilà, donc si vous lisez, ça se trouve dans Spirou, mais c'est édité chez Dupuis. Et vous avez non pas uniquement l'astronomie, mais aussi les laboratoires de géologie, de botanique, l'accélérateur linéaire d'Orsay, le centre de Genève. Vous avez à peu près 40 laboratoires. Et Jean-Yves est un excellent ami et qui vous explique, ben, vous soufflez dans un ballon, vous mettez des petits points, le ballon se dilate, les petits points s'écartent les uns des autres, et vous comprenez ce qu'on appelle l'expansion de l'univers comme ça. Donc la diffusion de l'astronomie est très importante, et avec mon collègue Régis Courtin, en 2000, on a fondé à l'Observatoire de Paris l'action Astrovertus. Donc ce sont des actions ponctuelles de communication de l'astronomie pour des personnes qui ont des difficultés d'accès à l'astronomie. C'est la maladie, la surdité, la cécité, et puis aussi le milieu carcéral. Donc, avec tout un groupe d'astronomes, on s'est impliqué dans cette action Astrovertus. Donc, pour ma part, évidemment, c'était les sourds, comme je vous le disais. Régis s'est impliqué dans le personnel, parmi le monde de la cécité. Donc, avec des maquettes, on pouvait faire toucher aux aveugles, leur faire toucher la taille des planètes, et même mettre les mains derrière un miroir pour le télescope de 1 mètre de l'observatoire de Meudon, là, il pouvait se rendre compte du diamètre d'un télescope. Et puis on avait une émission de radio sur Radio Hôpital tous les mois. Et là, vous avez des exemples de conférences que j'ai faites en France et au Chili, en langue des signes. Par chance, la langue des sourds chilienne est pratiquement la même que celle de la langue française, sauf qu'on m'a dit que j'avais un accent. Et puis, de temps en temps, vous écrivez quelques livres. Là, je vous ai donné un exemple de livre que j'ai publié au Seuil, et puis ainsi qu'un dictionnaire d'astronomie pour les sourds, une encyclopédie pour les sourds. Donc ça fait partie du travail. Je ne suis pas Mélinoton, hein, mon compte en banque ne s'est guère enrichi de la vente de mes bouquins, ça je peux vous assurer. Mais ça fait partie de notre travail. Et en plus, j'ai fait ma thèse avec Hubert Reeves, dont vous avez tous entendu parler, qui après la soutenance m'a dit « c'est bien, mais maintenant il faut que tu écrives pour le public ». En bon québécois, donc j'ai écrit pour le public. Et puis parfois, ça vous amène quelques distinctions.
J'ai eu la chance de pouvoir faire la bise à Madame Valérie Pécresse, qui est à gauche sur l'image, et qui m'a décerné le hibou, le prix Le Goût des Sciences. Et puis cette année-là, il y avait l'idée pour la fête de la science de projeter sur le Panthéon les images pendant 10 secondes de 1000 chercheurs qui travaillent dans toutes les spécialités. Donc vous avez ma trombine là sur le mur du Panthéon. Bon, j'en suis pas au stade d'André Malraux. En Autriche, Dominique Proust. Là, j'ai quand même le temps. Il n'y a qu'un seul astronome d'ailleurs qui est enterré au Panthéon, c'est Lagrange. Celui des 5 points de Lagrange. Mais se voir pendant 10 secondes sur la façade du Panthéon, ça revenait 3 heures après. Alors parfois on a pris patience, on allait dîner, et puis ensuite on revenait pour 3 heures après pour retirer le portrait. Ça c'est quand même marrant de se voir sur la façade du Panthéon. Vous voyez, ça mène il y a des aspects un peu assez dans la partie dramatique que nous vivons avec le réchauffement climatique. Vous avez donc tout un groupe de chercheurs dont je fais partie qui sont engagés pour le climat. S'il y a encore des climato-sceptiques, je crois que l'image en bas à gauche doit vous convaincre qu'il y a réellement un réchauffement climatique. Je crois que c'est indiscutable. N'en déplaise à M. Allègre, qui m'a un jour traité d'imbécile. Voilà. Alors je lui ai répondu, c'est celui qui dit qui est. Alors je crois que c'est la fin de la conférence. Oui, ben, voici les maîtres à penser grâce à qui j'ai pu faire cette carrière. D'abord Pierre Léna, qui a été le chef de projet de l'observation de l'éclipse de soleil du 30 juin 1973 à bord de Concorde. Pierre, en plus, il est bourguignon. Et fin juin, il est venu j'ai une coupole, donc il est venu bénir ma coupole au Clément de Bourgogne. Donc, il est natif de Cluny, donc on est pays. J'ai une pensée pour Évry Schatzman. Alors lui, ça a été mon prof de fac pendant plusieurs années. Évry était le père fondateur de l'astronomie moderne. Il était prof en 1948. Là, je vais vous raconter une histoire à propos du Panthéon, justement, et d'Évry. Évry était juif, et il était élève à l'école normale supérieure. Et le directeur de l'école normale supérieure à l'époque, c'est vrai qu'il m'a raconté, était Georges Brua. Et grâce au directeur de l'Observatoire de Haute-Provence, qui s'appelait Charles Fernbach, qui était alsacien, Évry a été planqué de l'Observatoire de Haute-Provence sous un faux nom pour échapper aux nazis, évidemment, de la Gestapo. Et Brua, par contre, malheureusement, Georges Brua, directeur de Normal Sup, a eu affaire à la Gestapo qui voulait obtenir de lui la liste de tous les étudiants juifs de l'école normale supérieure. Il a refusé, il est mort à Auschwitz, parce qu'il a refusé de parler. Et je pense qu'un type comme ça aurait mérité d'être au Panthéon. Et puis évidemment Hubert, qu'on connaît bien, qui était un des plus grands vulgarisateurs, qui était un ami personnel. Et puis tout le personnel des observatoires avec lesquels j'ai travaillé, les collègues, j'ai une pensée pour mon grand-père boulanger en Bourgogne qui me disait surtout ne travaille jamais la nuit. Voilà. Et puis j'ai une pensée pour tous les gens que j'ai rencontrés dans la nuit à 3 ou 4 heures du matin dans les coupoles, au pic du midi, avec un pied gelé, ce genre d'incident. Une pensée pour ma compagne qui est décédée il y a 3 ans, qui n'était pas astronome, mais agrégée de chimie et chanteuse médiévale, et qui avait donné, par exemple, peu de temps avant son décès, on était à Montréal, et il a donné une conférence, et dans le métro de Montréal, on voit sur les grands écrans l'annonce de sa conférence. Alors on était à la fois surpris et ravis. Et quand elle enseignait à Polytechnique et à Normal Sup, et quand c'était les vacances et que j'étais au Chili, elle venait observer avec moi. Donc on s'éclatait devant les ondes chiliennes.
Puis je pense à mes enfants et à mes petits-enfants aussi. Voilà. Et puis l'histoire va continuer comme ça. Merci.